Donc le sujet, en tout cas qui va nous occuper là pendant 3/4 d'heure, c'est le dimensionnement des buffers et surtout le lien qu'il peut y avoir avec l'intelligence artificielle. Okay. Donc de façon assez basique, on a tendance à raisonner pour le dimensionnement des buffers comme un équilibre entre le niveau de stock et le taux de service. Et on se dit, qu'est-ce que vient faire l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter dans cette problématique? On ne voit pas directement. Donc on a préparé une petite introduction parce qu'on sait que parmi vous, il y a des gens qui sont très sensibilisés à la méthodologie des DMRP, puis il y en a pour qui c'est un peu plus nouveau. Donc on va essayer de replacer un peu dans le contexte cette problématique. Okay. Alors pourquoi on travaille sur ce projet? Donc projet qui s'appelle Autopilote. Okay. Alors si vous suivez un peu finalement la société depuis sa création, la philosophie ça a toujours été finalement de simplifier des situations complexes et d'aider à prendre des décisions rapides. Et je ne sais pas si ça s'est vu dans le nuage de mots tout à l'heure, il y a deux mots qui sont ressortis, c'est simple et réactivité. Et donc c'est vraiment ce qui guide la société depuis sa création, un peu dans les sujets sur lesquels elle travaille. Après ce sont des problématiques, le dimensionnement des buffers qui ressortent auprès de nos clients. Donc voilà, c'est aussi ça qui a drivé le fait que depuis un an, notre labo travaille sur des solutions pour trouver des réponses aux problématiques d'aujourd'hui. Donc finalement, on retrouve un peu une déclinaison de cette philosophie sur le dimensionnement des buffers. Donc ça, c'est des problématiques que vous vous posez aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut automatiser les choses tout en gardant la main et en ayant confiance? Mieux dimensionner, pas seulement au niveau du paramétrage des profils de buffers de 3 zones, mais aussi au niveau des buffers point de commande, min-max, tels que vous les connaissez. Okay. Et il y a un autre point qui est ressorti, c'est comment est-ce qu'on aide à gérer, à détecter les demandes aberrantes. Okay. On sait qu'on a tous un peu de bruit ou d'incohérence dans nos systèmes. On ne veut pas nécessairement que ça joue un rôle prépondérant dans les histoires de CMJ, PMJ, etc. Okay. Alors les partenaires du projet, vous les connaissez pour la plupart, sont des grands noms de l'industrie. Donc c'est des gens déjà qui sont directement impactés par le projet et surtout ils nous ont fourni les données qui ont permis de tester la robustesse de nos algorithmes et surtout d'alimenter notre réflexion. Donc il faut voir que derrière il y a beaucoup de travail de développement et d'itérations successives. Donc on a travaillé vraiment à part d'un TwiFlow pour mettre en place quelque chose de très robuste. Okay. Alors j'ai remis un élément de contexte, donc ça c'est le schéma classique d'un buffer que vous connaissez, où on va retrouver finalement les 3 zones, chaque zone ayant un peu son rôle dans la méthodologie des DMRP. Et on a réintégré aussi les plages d'évolution du flux et du stock. Okay. Donc nous, le sujet auquel on va s'intéresser aujourd'hui, c'est le facteur, le facteur de variabilité, parce qu'on sait que le dimensionnement de la zone rouge, il est directement relié à des notions de taux de service et de niveau de stock. Okay. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à ça. Alors, sur la figure, je vais essayer de vulgariser pour le rendre assez simple. Donc on a choisi de représenter en ordonnée le facteur de zone rouge issu du moteur d'algorithme d'intelligence artificielle par rapport à quelque chose qu'on connaît plus, le coefficient de variabilité. Okay. Et donc la première chose qu'on peut constater, c'est que la droite de régression, elle est assez loin de faire l'unanimité. On a des choses qui se dispersent assez vite. Donc ça veut dire que finalement, pour un coefficient de variabilité donné, on peut avoir finalement plusieurs facteurs de zone rouge qui vont dimensionner l'épaisseur de la zone rouge. Okay. Donc ça c'est un peu nouveau par rapport à ce que nous dit finalement la méthodologie. C'est une première observation.
Et la deuxième observation, elle est relativement simple à comprendre et elle est directement connectée à la valeur la plage moyenne du stock. Hein. On sait qu'en DDMRP, le stock moyen, c'est la valeur de la zone rouge plus la moitié de la zone verte. Et finalement, ce qu'on prend en compte, nous, dans nos algorithmes, c'est de dire, finalement, quand on porte déjà une grosse valeur en zone verte, on sait qu'on va porter une valeur de stock qui va être assez élevée, dans certains cas, qui va répondre finalement à cette variabilité. Donc dans ces cas-là, on n'a pas forcément besoin d'avoir une zone rouge qui soit aussi dimensionnée. Ok ? Je te passe la parole. Oui. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit six graphiques magnifiques. Non, surtout, ce qu'on voit, c'est à gauche, là, on a la demande. Du coup, à votre gauche, on voit la demande. Et en fait, on se rend compte que dans ces graphiques-là, on a des coefficients de variabilité qu'on vient calculer qui sont exactement identiques. Donc, OK. Et en fait, donc on a Eric Bush, qui est notre CEO et qui aussi est fan de musique. Et il s'est dit, mince, moi, quand j'enclenche Shazam, je ne sais pas s'il y a des musiciens parmi vous, mais quand je lance l'application Shazam sur mon téléphone, j'arrive en 4 secondes à avoir la musique qui est identifiée par l'application. Et donc, du coup, on s'est dit, pourquoi pas avoir un moyen d'identifier le buffer ou le min-max qui sera nécessaire en regardant uniquement l'historique de consommation. Et en fait, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire que là, on a sur la première référence, on se rend compte que sur la première référence-là, on a une zone verte qui est, on va dire, qui est moyenne. Et en fait, on a finalement pas mal d'aléas dans le passé parce qu'on voit que ici, notre graphique, le stock dispo, il rentre dans la zone rouge. Et pour pouvoir du coup absorber ces aléas-là, on va dimensionner une zone rouge élevée et donc un facteur de zone rouge de 2,27. A contrario, ici on a deux articles où on a des MOQ qui sont très importants. Après, les MOQ, ça fait aussi partie de la vie. Hein. Peut-être qu'on a négocié avec un fournisseur et le fournisseur, on a des contraintes qui fait qu'on est obligé de passer des lots très importants. Et bien du coup, comme on a une zone verte élevée, on va peut-être avoir une zone rouge moins élevée. Et c'est ce que retraduit ces schémas-là. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Non. Ok. Et donc du coup, la question c'est de se dire, ok, autopilote, à quel moment on l'utilise ? Et on identifie vraiment trois phases importantes. La première, qui est vraiment la partie paramétrage des articles, c'est ce qu'on fait en avant-projet, c'est-à-dire qu'on va faire avec vous, on va avoir un échange et on va faire un atelier de conception. Et par rapport à votre expertise et à vos connaissances des références, vous allez dire, cette référence-là, je ne veux pas la stocker. Ce périmètre-là, je ne veux pas le stocker. Si mes références, elles sont stockées, je ne sais pas, dans un autre pays, dans ce pays-là, identifié, je vais également pas vouloir les stocker. Et ça, c'est vraiment finalement l'historique de l'article, même l'histoire de l'article, qu'en fait vous avez, et l'idée, ça va être de pouvoir l'intégrer à l'application. Mais dans cette étape-là, une fois qu'on commence à avoir des informations de votre part, on a également récolté déjà l'historique et on va pouvoir, grâce à Autopilote, commencer à pouvoir vous faire des propositions, vous dire ces références-là, est-ce que ce serait pertinent de mettre en place ce type de buffer, de mettre en place ce niveau de points de commande. Donc Autopilote en fait intervient dès le paramétrage. Et une fois qu'on a paramétré les articles, donc là vous êtes vraiment en go live, ça fonctionne, voilà, donc là vous êtes bien. Mais vous dites quand même, on va quand même essayer d'améliorer les choses. Et donc, pareil, Autopilote, il peut venir se focaliser juste sur peut-être une dizaine d'articles, peut-être juste sur un fournisseur, et de se dire comment je vais réfléchir mon point de commande, mon buffer, ou à l'inverse, c'est quoi les exceptions qui mènent à cette catégorie d'articles. Voilà, donc c'est vraiment sur les deux premières phases là où Autopilote intervient aujourd'hui, et sur la partie prévision, donc on a des projets qui sont en cours, mais pour le moment Autopilote n'intervient pas dans cette partie-là, plutôt amélioration du modèle et adaptation dans le futur. Alors les fonctionnalités d'Autopilote. Donc Autopilote, on a repris cette nomination de l'aviation. Donc l'idée c'est, et finalement l'autopilote dans un avion c'est quoi? Alors j'ai jamais piloté d'avion, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont eu la chance de faire ça, mais l'autopilote on l'active finalement pas tout le temps.
on l'active dans certains cas. Et en fait, c'est le premier point. C'est-à-dire de dire, OK, dans quel cas Autopilot ne doit pas être activé. Parce que Autopilot, il va vous permettre de dire, là, attention, vous avez des besoins dans votre historique de consommation, peut-être des besoins hors normes, ce qu'on appelle des données aberrantes. Ou alors, à l'inverse, là, vous allez avoir des références qui n'ont jamais eu de demande. Donc, ça ne nécessite pas forcément d'être intégré à Autopilot. Le deuxième point, ça va être de dire, OK, comment je dimensionne mon facteur de variabilité pour mes buffers, ou alors est-ce que j'applique cette histoire de point de commande. Donc, point de commande, ce qu'on appelle plutôt min-max dans l'application, pour faire simple. Et une fois que j'ai fait toute cette analyse-là en automatique, je vais pouvoir l'intégrer, et c'est le dernier point, l'intégrer directement à un TuiFlow, et du coup dimensionner comme il faut les différents articles. Aujourd'hui, cette future fonctionnalité, c'est un prototype. Donc, vous avez vu, il y a différents clients qui le testent et qui l'utilisent déjà. Mais c'est vraiment, on est surtout à l'étape de prototype. Donc, on a fait plusieurs tests, surtout d'ailleurs aux États-Unis. On a hâte de pouvoir le tester en France, si certains parmi vous veulent se lancer. Et on a commencé à avoir déjà plusieurs techniques de détection de demandes aberrantes. Pourquoi ? Parce qu'on a la possibilité, alors je ne sais plus sur quelle version, je crois que c'est sur la 6.0, on va pouvoir modifier l'historique de consommation. Donc, potentiellement, se dire, ça c'est une demande qui est trop importante. J'ai en tête par exemple si on crée des commandes pour Noël, donc dans le domaine de la cosmétique, on va pouvoir éteindre certaines demandes. Donc comment se présente l'application ? Donc ici, vous pouvez directement intégrer les fichiers qui proviennent d'un TuiFlow, le fichier article, l'historique de demande et le stock. Derrière ça, et je fais vraiment un zoom là-dessus, c'est le service level. Donc toutes les références ici dans ce qu'on a paramétré, toutes les références qui ont moins de 10 occurrences de demande dans leur historique de demande, en fait, on va les considérer comme des exceptions. Et pour les références entre 10 et 20, on va viser un taux de service à 75, pour celles entre 20 et 40, un taux de service à 90, et pour celles au-delà de 40, un taux de service supérieur à 100. Okay. Dans l'exemple qu'on a ici, donc on a lancé Autopilot, et Autopilot, dès le début, nous donne déjà une première vision. Il nous donne la première vision de dire, OK, par rapport à ce que vous avez aujourd'hui en stock, quel est le delta ? Donc vous avez ici le stock immédiat, le delta entre ce que vous avez et ce que propose le système, le taux de service directement et la décomposition en fonction de ce qui est bufferisé, ce qui est positionné en min-max haut et min-max bas. Je vais vous montrer juste après la différence entre min-max haut et min-max bas. Et ça, c'est la première analyse qu'offre Autopilot. Donc Autopilot, on l'a vu tout à l'heure avec Tanguy, on a nos coefficients de variabilité, et nos coefficients de variabilité, finalement, on se rend compte que le facteur de zone rouge peut être différent en fonction d'un même point de coefficient de variabilité. Ici, on a la partie demande pulse. Donc là, c'est toutes les occurrences qu'on va avoir sur un article. Et dans toutes ces occurrences-là, on a la première partie qui est, je dirais, les exceptions. Donc les exceptions, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va être des articles qui ont moins de 10 demandes, des articles qui n'ont pas de demande, des nouveaux articles, par exemple si on crée beaucoup d'articles, et à l'inverse, des articles qui vont plutôt avoir un pattern plutôt en fin de vie. Et on va également avoir des informations de fraîcheur de données et de qualité de données. Donc, est-ce que le MOQ est bien renseigné? Est-ce que les délais sont bien renseignés? Ça permet de savoir si sa base de données aussi est clean et éventuellement comment l'améliorer. On se rend compte d'un point ici, c'est qu'en fait, plus on a, moins on a d'occurrences dans notre historique de consommation, moins on a d'occurrences de demande dans notre historique de consommation, plus le système min-max est proposé par l'intelligence artificielle. Donc ça c'est intéressant, parce qu'avant on se disait il faut mettre du DDMRP partout, oui, mais il y a aussi la possibilité de gérer ça directement dans l'application par un autre moyen, le système de min-max. Et c'est ce qu'on voit juste ici. Donc là je vous ai pris un cas d'exception. Le cas d'exception que je vous ai pris, c'est en fait l'histoire de deux données aberrantes ici. Donc il y a peut-être deux promotions qui sont faites sur une année. On voit des énormes pics de demande, contrairement
au reste des demandes qui sont assez, on va dire, standards. Okay. Et là, du coup, le système, il dit, moi, il y a 2 pics aberrants dans ma demande historique, donc je mets un inventory method. Pour le moment, je n'applique pas d'inventory method. Je laisse le planificateur décider de ce qu'il veut faire vraiment de la méthode de planification de cet article-là. Mais au moins, vous l'avez identifié et vous avez une root cause pour vous dire, OK, ça, c'est parce que j'ai des demandes aberrantes dans mon historique de consommation. Ici, le système, il a proposé de le bufferiser. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Ici, on voit que dans mon historique, j'ai 114 demandes pulse. Okay, donc, je suis supérieur à 40. Donc, le système, il va me dire, OK, là, il va falloir que je puisse avoir un taux de service de 100% sur toutes mes pulsations passées. Okay, donc là, il vient regarder les 3 systèmes. Donc, j'ai mon système de buffer que vous connaissez. Ici, j'ai mon min, max, high, où je vais avoir une taille de zone rouge très importante et à l'inverse, des batchs de commandes très petits. Et ici, ça va être l'opposé, min, max, low, où en fait, je vais avoir des batchs de commandes très importants et à l'inverse, une zone d'aléa très faible. Donc là, le système, on va chercher un taux de service supérieur à 100%. Donc, il va regarder déjà qui répond à ce cas de figure-là. Donc, on voit que la méthode buffer fonctionne à 100% parce qu'on a un taux de service à 100%. Pareil pour le min, max, high. Et après, derrière, sa deuxième mission, ça va être de comparer le stock moyen sur la période passée. Et donc là, on voit que dans le passé, le stock moyen le plus avantageux, en fait, c'est la méthode buffer. OK ? Donc ici, je vais avoir un autre cas. Donc pareil, le système regarde, je suis à 165 de demandes dans le passé. Donc l'idée, c'est de chercher un taux de service à 100%. J'ai mes 3 graphiques. Le buffer propose 100% de taux de service. Le min, max, high également. Donc là, le système compare les 2 niveaux de stock moyen. Et donc là, le système qui est privilégié, c'est le min, max, high. Et là, donc, on a encore un autre cas de figure. Et en fait, finalement, on se rend compte quoi ? On se rend compte que chaque article a un cas de figure particulier. Mais là, donc, on est pile poil entre 10 et 20 demandes pulse. Donc là, le système, par contre, il va chercher plutôt à atteindre un taux de service de 75%. Donc pareil, il fait la même analyse. Là, certes, on a un taux de service de 100% dans les 2 cas, mais en fait, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche parce qu'on a peu de demandes dans l'historique. Et là, on va plutôt rechercher à avoir un stock le plus bas possible. Et c'est ce qu'on a via le min, max, low. Et en fait, le système peut, avec plein de SKUD différents, peut vraiment chercher à dire ok, qu'est-ce qui est le plus pertinent parmi les différentes propositions de buffer ou de min, max. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. On peut personnaliser les catégories pour les services demandés. Ouais, c'est ajustable. En fait, on n'en a pas parlé, mais au départ, on peut mettre ce qu'on veut. Donc si on veut 100% sur tout, c'est possible. Mais en fait, c'est... Non, mais c'est que les demandes pulse, ça dépend des sociétés, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est paramétrable à souhait, en fait. Par contre, c'est pareil, c'est pas ce paramètre pour l'ensemble de l'entreprise. Du coup, si on définit 100, 90 et 75, on sera peut-être à l'usine, si on a des usines différentes, on ne pourra pas descendre à une veille plus fine, du coup, dans une même usine. Quand on a par exemple des périmètres qui sont ultra différenciés, ceux dans une même usine, ou des choses qui sont... Donc, par exemple, des articles qui seraient... On a l'aéro, mais on a du truc, je pense, sur la même usine. On a un monde différent. Typiquement, pour filtrer les articles pour appliquer une approche autopilote sur certaines familles. Ouais. On peut faire plus d'itérations finalement pour segmenter un peu les modèles et le faire tourner plusieurs fois avec des paramètres qui sont différents. C'est une option. Et ça vient remplacer en partie le FDP. Ça viendra. Alors là, c'est un prototype. Donc vous avez vu même sur l'écran de démarrage, on charge des fichiers. Dans la version finale, ce sera une fonctionnalité intégrée à un Twiflow. Okay.
donc qui viendra très probablement remplacer le SBP, parce que là ça fera doublon en fait. Donc l'idée c'est vraiment, moi je discutais il y a 2 semaines avec un client et puis on était plutôt sur les phases de fin du projet et on se rendait compte finalement de l'importance du facteur de variabilité dans les choix qui avaient été faits. Et en fait au démarrage on ne sait pas trop quoi mettre, donc on part un peu sur des valeurs en se disant on teste avec ces valeurs-là puis on va ajuster au fur et à mesure. Et la question qui est venue naturellement c'est vous ne pouvez pas trouver les meilleures valeurs finalement. Et en fait, alors bon, on l'avait commencé bien avant ce projet, mais finalement ça répond à des problématiques qu'on se pose déjà aujourd'hui, quoi. Donc ça casse un petit peu quand même la logique qu'on avait jusqu'à présent de privilégier le buffer à 3 zones quand on a pas mal de demandes récurrentes. Puisque l'exemple que tu montrais avant, le choix s'était porté sur du min-max, puisque le stock porté au final était moindre. Pourquoi dans ce cas-là, on ne maintiendrait pas, après c'est une question de choix, on va dire quel stock on porte, etc. Parce que l'intérêt des 3 zones, c'est quand même l'intérêt de quelque chose de visuel et de voir la consommation via la zone jaune qui est quand même aussi très visuelle. Et ce qui me questionne aussi, c'est le choix entre la zone rouge, le low et le high du LM. Pourquoi on pousserait à augmenter des tailles de l'eau dans certains cas? Ok, toujours avec la différenciation de la valeur de stock porté, mais c'est quand même pas la philosophie je dirais la plus sympa d'augmenter les tailles de l'eau globalement. Non. Alors la première question, je pense que ce qui est nouveau ici, c'est qu'on propose vraiment un arbitrage entre valo de stock et taux de service. Et c'est vrai que ça c'est assez nouveau par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui dans le buffer où on est assez, on a une approche un peu systématique où on dit toujours, voilà, on target finalement le meilleur. Or dans certains cas, le meilleur peut nous coûter un peu cher. Et donc on veut finalement remettre les clés de la décision au sein de ce module-là. Okay. Après, la différence entre le min-max high et le min-max low, finalement, le min-max high, les valeurs sont définies. Alors c'est pour ça que par définition, on est obligé d'être à 100% sur le high, puisque on choisit une valeur de zone rouge qui, sur l'historique, correspond au maximum de la valeur servie sur le délai. Donc on est par définition obligé d'être à 100%. Voilà. Et voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est un point d'étonnement de se dire que pour certains cas, finalement, le buffer n'est pas forcément naturel, mais en soi, c'est... Si tu reviens sur le précédent, où on dit que c'est le min-max high qui se comporte le mieux, en fait, ce que ça dit, c'est que c'est mieux de garder une consommation moyenne jour constante, dans ce cas-là, plutôt que de la faire fluctuer. Oui. En fait, ça veut dire, finalement, ça ne sert à rien, sur cet article-là, d'avoir un buffer dynamique. Oui. Parce que, finalement, la fluctuation ou l'horizon de calcul de ma CNJ fait que j'induis, finalement, une augmentation du stock. Ouais. Je pourrais très bien avoir cet effet-là avec une zone jaune aussi qui me donne de la visibilité. Il faut comprendre aussi que c'est du proto et qu'on travaille avec les clients et qu'on va faire évoluer cette approche-là. Petite question que je sois sûr de bien comprendre. En fait, donc là, l'analyse de la consommation en durant des valeurs anormales, ça va nous permettre d'estimer le meilleur profil de buffer adapté à la situation. Par contre, dans le dimensionnement, là, on prend la CNJ qui, elle, est basée sur les prévisions. En gros, ma question, c'est vraiment pour le profil de buffer ça, et après, pour les prévisions, parce qu'on n'a pas parlé de prévisions dans cette approche-là,
Quand est-ce que ça intervient? Ça intervient pour Alors, le fonctionnement du buffer. c'est l'étape d'après. Thomas a montré un slide tout à l'heure avec des flèches bleues là. Celui-là. So Eric, don't hesitate to provide any comments on that part. Juste peut-être pour répondre aux questions d'Emmanuel. Ouais. Il y a deux aspects. Il y a un aspect, comment est-ce que j'évalue la variabilité de mon article? Et ça, j'ai un seul moyen d'évaluer la variabilité de mon article, c'est de regarder le passé. Il n'y a rien de mieux que ça. Okay. Donc si c'est un vrai tout nouveau article, tout ce que tu peux faire, c'est dire quel était l'article similaire sur lequel je pourrais me donner ou me baser. Mais en fait, on ne peut que regarder l'historique. Après, une fois que tu as dimensionné ta variabilité, dans ton profil de buffer, dans ton facteur de zone rouge, là, tu peux appliquer une prévision à ce buffer-là et le faire fluctuer dans le temps sur la base de la prévision. C'est ça. Il y a un côté, c'est bien ça, le profil du buffer d'un côté, ils sont dimensionnement de l'autre. La question, c'est de dire la manière dont je le dimensionne, c'est sur la CSJ historique ou sur la prévision, ça serait de dire aussi d'avoir une intelligence artificielle qui nous dit c'est mieux de le faire sur le prévision ou sur le passé. Ouais. Alors ça donc il y avait un slide en 3 étapes. Donc je pense que là l'étape qui nous a occupé là pendant plus d'1 an, c'était de regarder finalement quand on part d'une situation complètement neutre, on cherche à étudier le système. La deuxième phase, c'est quand on utilise déjà un système de buffer où on vient questionner la pertinence, et on a parlé tout à l'heure de l'histoire notamment des articles qui sont bufferisés mais dont le fait d'enlever le buffer ne va pas impacter le délai découplé des parents. Voilà ce genre de choses. Donc c'est un peu auditer le système tel qu'il est pour l'améliorer. Et la troisième phase, c'est vraiment de se tourner vers de la projection. Donc là, on est vraiment dans le système de prévision. On n'en est pas encore à ce stade-là, mais pour autant, on a identifié que voilà, c'était un sujet qu'il faudra adresser. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Quelle est la classe historique nécessaire pour avoir une variabilité optimale pour les variabilités? C'est très variable. On fonctionne sur un cycle en général, mais le cycle, ça peut être 1 an, ça peut être 6 mois. Donc ça, c'est pas un sujet qui est propre à Autopilote, c'est un sujet qu'on rencontre de toute façon. C'est quand on calcule une CMJ, plus on le calcule sur un environnement, enfin sur un délai long, plus on va prendre en compte cette notion de saison, de cycle, mais plus on va aussi tasser les vagues. Donc il faut trouver le juste réglage pour pouvoir montrer une évolution, mais tout en gardant cette notion de cycle. Donc on va faire des itérations d'inférence pour bien calculer. Ouais, ça peut être une option. Ouais. Ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'il y aura des questions sur Slido aussi, peut-être on les reprendra à la fin. D'accord. Si quelqu'un sait comment accéder aux questions. Eric? Can I add a couple words? Yes. Yes. I can see the questions and I love it. The goal is to get to where the user trusts the system. This is very, very difficult to do because of all the things that you've been asking about. And why we asked some customers to be involved is we wanted to get their validation that this will make their life easier, right? As we started the project, we learned that there were way more questions to answer than we started with, because you have questions, and this is great. So if we can catch each other on the break, I'm more than interested. But the feedback so far has been it's better, that they want to get started because it's visual, people can see why it's recommending a buffer or a min-max, or they can see that we're not making recommendations on bad data, right? That's why the outlier detection, demand tolerance, is so important here, because we have to
to gain confidence, we have to know we're looking at the right information, right? And so the idea here is make it visual, make it easy, make it to where the user will trust what we are recommending. And that is the high ground. If we can accomplish that, it changes the game for us in terms of user confidence in the system. We don't try to use a buffer where it doesn't belong. We have a min-max technique. We're not sure we've got that figured out entirely yet. There's still ideas being discussed and whatnot. But the feedback we have so far is that it's substantially better. It's hitting better values for the different buffer settings and the like. But again, the goal here, just stay 100% focused on make sure the user is confident so that they can trust the system. And so all of the feedback and ideas that you have, we are more than interested in hearing those and using them to evolve this. We're starting with the first stage, how to get started. Then once we have that well sorted, then we can start to learn from how are you using the system and make it better. And then we can work towards that adaptation phase in the long term. So I'm here to get your feedback as well. So try not to Thank you, Eric. C'est pour ça que du coup, la prochaine étape, c'est ça en fait. C'est-à-dire, les prochaines étapes, c'est tester la solution, tester la solution. Et puis finalement, derrière, pouvoir l'intégrer avec les retours des tests. Et puis après, l'intégrer, l'objectif, c'est de l'intégrer au troisième trimestre 2023. Donc c'est quand même assez bien, c'est bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, vos consultants rattachés, quoi, pour qu'on puisse faire ces tests avec vous, si ça vous intéresse, et voir ce que le système donne, en fait. Ok. On est dans le timing? Ouais, ça va. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous voyez des questions de votre côté ou pas? Sur l'application. Je ne sais pas pourquoi on n'est plus logué. Première question. Enfin, interface autopilote, pas très sexy. C'est un prototype. C'est pas une question, ça. C'est pas une question. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas orienté sur la cosmétique dès le démarrage. Non, il faut bien comprendre que l'outil donc, va être intégré dans un Qflow. La première version, je crois, I think Autopilot will be in Qflow in 2023.9 or 10. The machine learning red zones are available in version 23.6, but that's not all of Autopilot. It doesn't have the min-max functionality yet or the outlier detection, but you can get that piece of it now, but we expect in 9 in September. Autre question? Il y en a une qui m'étonne un peu, mais je vais la poser. Envisagez-vous de combiner le métier de planificateur et approvisionneur? Non, c'était avant. Pardon. Après, il y a autopilote, doit-il remplacer le SBP? Ouais, ça on a répondu. Quelle est la différence avec le SBP? On en a un peu parlé. SBP, on est... On n'a juste pas expliqué ce que c'était un coefficient de variabilité. Tout le monde est censé connaître. Ouais, c'est vrai ça. Mais juste, un coefficient de variabilité, c'est le rapport de l'écart type de la moyenne quotidienne, de l'écart type de la demande quotidienne à la moyenne de la demande quotidienne. Plus cette valeur est faible, plus l'article est réputé stable. Et c'est aujourd'hui la règle de base qui est utilisée pour dimensionner les buffers. Ce qu'on dit et ce que l'on constate, c'est que pour un même coefficient de variabilité, on peut avoir en fait des buffers qui se comportent très différemment et qui mériteraient d'avoir des zones rouges différentes. C'est ça. C'est ce qu'on dit avec autopilote et ce qu'on ne dit pas avec SBP, ça? On ne le dit pas avec SBP. Avec SBP, on ne se base que sur le coefficient de variabilité. Ouais.
On fait en fait pour un coefficient de variabilité, si par exemple tu as un article où tu as une rafale de demandes 3 jours d'affilée, ensuite pas de demande du tout, et ensuite une nouvelle rafale de demandes 5 jours d'affilée, ça ne va pas être du tout la même chose que si tu as un article qui est demandé régulièrement tous les 3 jours. Donc ça peut être le même coefficient de variabilité. Mais le groupe de fleurs va se comporter de manière très différente. Ouais. Après, il y a une question. Vous envisagez de raisonner en nombre de jours de rupture consécutifs plutôt qu'en taux de service? Donc ça, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas pris en compte dans l'application, mais je pense que ça peut être intéressant. Ouais, si c'est un vrai besoin, il faudra l'étudier. Mais c'est rattaché à la notion de taux de service, quoi. C'est après comment on envisage la notion de taux de service. Non, tu avais un graphique là. Globalement, tu avais toute une période où tu étais en rupture, c'est pas du tout la même chose que d'avoir 5 fois une rupture en fait sur une période de long. Oui, Ouais. c'est vrai. Et personnellement, je n'aurais jamais choisi ce réglage de Doppler. Jamais. Mais bon. C'est ça le besoin derrière. Ok. Quel est le cost d'autopilote? Le coût. Eric? Autopilot will be included in Yellow. in the features. You know, we are always adding features, and that's the beauty. Yeah, everybody is I mean, it's if you compare the product as it is today to Replenishment Plus as it was, say, in 2015 when I started, then has nothing to do. Okay, and we enriched and we included the new features for the same cost. Probably not profitable. Maybe we should rethink that. Ok. Autre question par rapport à Autopilot? Non? C'est bon? Alors, je ne suis pas tout à fait sûr que ça va complètement remplacer le SBP. Je pense qu'on a des disputes internes. Ah, d'accord. Ok. Donc, on ne s'aventure pas sur ce terrain-là. Ouais, je sais pas. On attend. Joker. Encore un peu de débat. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on fait évoluer le produit, qu'on échange avec les clients, qu'on se pose des questions. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel on essaie de travailler. Merci beaucoup.